C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le continent africain qui n'échappe pas aux nouvelles taxes américaines imposées par Donald Trump. Le Lesotho est le pays africain le plus sévèrement taxé avec un taux de 50%. L'Afrique du Sud, premier exportateur africain vers les États-Unis, écope de 30%. Nous serons au cap dans ce journal. La tournée de Massaad Boulos en Afrique, le conseiller spécial pour l'Afrique de Donald Trump, s'est rendu en République démocratique du Congo. Il y a rencontré le président Félix Tshisekedi. Au menu, un deal minerais rares contre sécurité. La correspondance à Kinshasa dans un instant. Et puis les conséquences de la réduction drastique de l'USAID sur le continent. L'administration Trump a annoncé jusqu'à 90% de coupes budgétaires dans ses programmes de développement à l'étranger. Nous en parlerons avec Michel Yao, responsable des opérations d'urgence de l'OMS en Afrique. Il est notre invité ce soir. Les mesures protectionnistes de Donald Trump frappent de plein fouet l'Afrique. Je vous le disais en titre, le Lesotho est le pays le plus sévèrement taxé avec un taux de 50%, suivi de Madagascar et Maurice avec des taxes respectives de 47 et 40%, puis le Botswana, exportateur de diamants, taxé à 37%. L'Angola, la Libye et l'Algérie, qui exportent principalement des hydrocarbures, font face à des taxes d'au moins 30%. Et la Côte d'Ivoire voit son cacao frappé par une taxe de 21%. Mais sur le continent, c'est l'Afrique du Sud, premier exportateur africain vers les États-Unis, qui pourrait être le plus durement touché. Taxé à 30%, Pretoria tente de négocier en urgence un nouvel accord de libre-échange avec Washington. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. En Afrique australe, le pays le plus touché, c'est le Lesotho, un petit royaume montagneux, très pauvre, qui se retrouve avec des tarifs douaniers de plus de 50%. Le Lesotho, Donald Trump en avait parlé il y a quelques semaines. Il avait dit que c'était un pays, je cite, dont personne n'avait jamais entendu parler. Et pourtant, c'est un pays qui a des usines de textiles qui fabriquent des jeans de marque américaine depuis très longtemps. Et donc, ces nouvelles réglementations risquent de faire souffrir ce secteur. Autre pays très touché, c'est l'Afrique du Sud, un pays aussi fortement critiqué par Donald Trump en raison des politiques de discrimination positive à destination des communautés défavorisées. L'Afrique du Sud se retrouve avec des tarifs douaniers de plus de 30%. Là, c'est le secteur automobile qui est en ligne de mire. Dans les usines de Port Elizabeth, 2 véhicules qui sont assemblés sur 3 sont à destination des États-Unis. Donc ce secteur va sans doute souffrir de ces nouvelles réglementations. À signaler quand même que les produits dont Washington a besoin seront exemptés en fait de droits de douane, et en tête desquels le platine, mais aussi le manganèse, le cuivre ou l'or. Des réglementations qui seront effectives à partir du 9 avril prochain. Des taxes d'un côté et des deals de l'autre, l'administration Trump est égale à elle-même. Massaad Boulos, au poste de conseiller spécial pour l'Afrique, a entamé une tournée africaine. L'homme d'affaires est arrivé mercredi soir en République démocratique du Congo. Première étape de son voyage, objectif, un deal minerais rares contre une aide sécuritaire. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. La rencontre entre le conseiller américain pour l'Afrique, Massaad Boulos, et le président congolais Félix Tshisekedi a duré un peu plus de 2 heures dans une ambiance conviviale selon la présidence congolaise. Alors au menu des échanges, la question des mines. Les officiels américains l'ont dit, ils veulent développer leurs relations commerciales avec la RDC. Depuis plusieurs semaines, Kinshasa a pris contact avec Washington pour proposer un accord sur les minerais rares congolais en échange d'une aide à la sécurité dans l'est du pays. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars, mais il ne peut y avoir de prospérité économique
sans sécurité. Les mines congolaises se trouvent principalement dans l'est de la République démocratique du Congo. Or, depuis 3 ans, le M23, appuyé par des troupes rwandaises, a pris le contrôle de vastes pans de territoire. Ni les efforts militaires, ni les efforts diplomatiques n'ont permis à la RDC de contrer l'offensive rebelle. Kinshasa espère donc obtenir un appui des États-Unis dans le conflit, un appui diplomatique face au Rwanda, où nous a confié une source officielle, mais aussi un soutien militaire sur le terrain. Et prochaine escale pour Massad Boulos, le Rwanda, le Kenya, puis l'Ouganda. Autre conséquence dramatique sur le continent depuis l'arrivée de Donald Trump, la réduction drastique de USAID pour la vice-porte-parole du département d'État. Il ne s'agit pas de suppression. Les États-Unis souhaitent réorienter les aides. Écoutez-la au micro de notre correspondant à Washington, Fraser Jackson. Nous avons été très clairs. Nous ne coupons pas l'aide internationale. Nous avons simplement décidé de la redistribuer en fonction des valeurs de notre administration, des valeurs pour lesquelles ont voté les électeurs américains. Donc l'aide d'urgence, l'aide alimentaire, l'aide humanitaire sont toujours approuvées. Cela inclut la nourriture, l'hébergement d'urgence et tout ce qui est absolument nécessaire en zone de conflit. On s'assure simplement que l'argent donné est utilisé à bon escient. Et on va continuer à parler de la suppression de USAID avec notre invité Michel Yao, responsable des opérations d'urgence de l'OMS en Afrique. Vous êtes aussi candidat au poste de directeur régional de l'OMS sur le continent. Bonsoir. Tout d'abord, votre réaction au propos de la vice-porte-parole du département d'État. Elle dit que les États-Unis réorientent leur aide. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez. Nous espérons que la réorientation puisse être faite autour des priorités que nous avons en Afrique. Parce que ces aides au développement couvraient environ 70% de certains programmes, comme le VIH-Sida, le paludisme et autres. Donc, une contribution seulement de 30% des États membres. Donc, la suppression affecte forcément l'accès à ces services-là, qui sont des services critiques et qui, en bout de ligne, pourraient entraîner des décès. Et puis, cela aussi pourrait nous ramener en arrière des gains que nous avons obtenus dans certains programmes comme le VIH-Sida et le paludisme. Donc, c'est extrêmement important que cette aide-là puisse être mobilisée autour de ces priorités. Alors, quelle est la situation sur place? Est-ce que les conséquences de cette réduction drastique de l'aide américaine commencent déjà à se sentir sur le terrain? Les conséquences sont immédiates. La plupart de ces programmes-là, en termes d'approvisionnement d'intrants, de médicaments, de laboratoires, etc., proviennent de ces aides-là. Donc, la suppression de ces aides-là interrompt ces services. Parce qu'il faut pouvoir tester et il faut pouvoir faire des traitements efficaces. Et la suppression entraîne forcément des lacunes en termes d'approvisionnement et puis entraîne aussi le salaire des personnels médicaux qui ne sont pas payés et qui prennent en charge tous ces malades-là. Donc, effectivement, les impacts commencent à se faire sentir probablement dans la plupart des pays. Alors, quelle est la situation et que craignez-vous concrètement pour les prochains mois? Ce que je crains, c'est qu'il y a un retour en arrière, comme je le disais tantôt. C'est d'ailleurs l'une de mes préoccupations dans le cadre de cette campagne, c'est de nous assurer que nous augmentons un peu la contribution interne, la contribution domestique autour de ces priorités-là. Donc, amener l'OMS à être aux côtés des États pour leur permettre de mieux cibler ces priorités-là afin que des ressources puissent être allouées et de nous assurer aussi que ces programmes aient un impact effectif, ce qui pourrait attirer tant la contribution interne que la contribution externe venant des partenaires. Donc, cela est très important que cette priorisation puisse être faite avec un accompagnement efficient de l'Organisation mondiale de la santé. Quels sont les pays les plus menacés aujourd'hui? Il s'agit peut-être des pays qui ont une prévalence élevée de ces maladies-là. Je parlerai plutôt de régions. Quand on regarde la région de l'Afrique australe, c'est une région qui était très affectée par le VIH-Sida.
Mais il faut aussi regarder certaines régions comme l'Afrique centrale où la prévalence du paludisme est très élevée et ces programmes-là dépendaient fortement de l'aide externe. Donc, c'est un peu ça la préoccupation et ce sont ces régions et ces pays-là qui pourraient être fortement touchés par cette coupure. Merci beaucoup Michel Yao, responsable des opérations d'urgence de l'OMS en Afrique et candidat de l'OMS au niveau du siège. Merci beaucoup pour votre intervention. Plus de 11 heures de débat et d'invectives entre députés du pouvoir et de l'opposition avant la révision de la loi sur l'amnistie à l'Assemblée nationale. Un vote célébré par les familles des victimes des manifestations politiques entre 2021 et 2024. L'opposition sénégalaise, de son côté, dénonce une loi injuste. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. En prenant la parole à la tribune de l'Assemblée, Amadou Ba du PASTEF, qui a été à l'origine de cette proposition de loi, a estimé que l'abrogation n'étant pas rétroactive, l'interprétation était la seule manière de rendre justice aux familles des victimes qui ont été nombreuses à l'Assemblée nationale, des familles qui ont perdu des proches au cours de ces manifestations politiques, d'autres qui ont subi des actes de torture, de traitements dégradants. Ils ont exulté à l'annonce du vote de la loi. Moi, on m'avait attrapé lors des manifestations, on m'a torturé. Nous voulons la justice, rien d'autre que la justice. La justice devrait être faite pour que demain, les générations futures, ils ne puissent pas reproduire ces mêmes actes-là. À l'extérieur de l'Assemblée, des protestataires ont fait entendre leur voix avant d'être dispersés par les forces de défense et de sécurité qui, par la même occasion, ont évité des affrontements avec les militants du PASTEF qui ont été nombreux à l'Assemblée nationale ce mercredi. À l'intérieur de l'hémicycle, tour à tour, se sont défilés au pupitre les députés de l'opposition, Aïssata Tall Sall, Abdou Mbow, Thierno Alassane Sall ou encore Anta Babacar Ngom. Tous ont dénoncé une démarche sélective des députés du pouvoir qui envoient les forces de défense et sécurité devant les tribunaux et protègent par la même occasion, selon eux, leurs militants, parmi lesquels des auteurs d'actes de dégradation de biens privés. L'opposition a annoncé déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Pour finir, on part au Nigeria pour vous parler de cette belle initiative, un temple interreligieux qui rassemble chrétiens et musulmans, un moyen de prêcher la tolérance et l'unité dans un pays où la religion est souvent facteur de division. Récit de Laurent Berstécher. Dans cette petite église au nord de Lagos, la chorale entame un chant de gospel. Une messe du dimanche un peu spéciale, car dans la salle, les musulmans sont aussi nombreux que les chrétiens. Il y a de nombreuses contradictions entre ces croyances, mais nous essayons vraiment de mettre en avant les vérités communes afin d'unir ces deux religions et d'amener la paix au Nigeria. Pays de 200 millions d'habitants, le Nigeria est divisé entre le nord à majorité musulmane et le sud, principalement chrétien. Par le passé, le pays a connu de nombreux épisodes de violences interreligieuses, faisant des milliers de morts. En mettant en avant les points communs entre l'islam et le christianisme, ce lieu de culte ouvert à tous cherche aujourd'hui à rassembler les deux croyances et à encourager le dialogue entre les communautés religieuses. Tout le monde m'a bien accueilli. Ils m'ont fait me sentir chez moi, chrétien comme musulman. Et j'ai rencontré beaucoup de musulmans ici. Il n'y a pas de Dieu chrétien ou de Dieu musulman. Nous croyons tous au même Dieu. La différence est simplement dans la manière de pratiquer la religion. Avec plus de 200 langues parlées et une multitude de sectes religieuses, le Nigeria reste un pays fragmenté. Mais dans cette église, tous les fidèles se rendent ensemble à la prière, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, l'actu 360 avec Anthony Saint-Léger.